de la ville d'Angers. Donc ils ont, en plus de ces interventions ici, au ligne, et puis ce soir à la lecture, ils interviennent beaucoup dans les écoles, dans les associations, parce que pour nous, la poésie, c'est quelque chose qui se partage, qui se donne, et dans le recrutement des gens qu'on fait venir, c'est une priorité pour nous, d'avoir des poètes qui soient des poètes généreux. Parce que bon, la poésie, c'est ça, c'est Dieu, c'est pas seulement des petites fleurs et les oiseaux, c'est aussi de donner quelque chose, de recevoir de la part du public quelque chose. Donc les rencontres littéraires qu'on fait ici, bon, pas toute l'année, parce qu'on en fait aussi à Rive-du-Loir, anciennement Villevêque, on fait aussi des rencontres là-bas. Bon, ce sont toujours des moments de partage entre un public et un auteur. Bon, là aujourd'hui, vous en avez deux, vous avez de la chance. Vous allez pouvoir les épuiser. La poésie, c'est quelque chose d'impalpable. Donc, pour certains, ce sont des mauvais souvenirs, des souvenirs d'école, quand vous vous obligez à l'apprendre par cœur sans forcément comprendre ce que vous allez raconter. Et comme dit Delphine, en général, c'est debout face à la classe, on sort les mains des poches. Donc, c'est pas forcément la meilleure solution pour recevoir la poésie, on va dire. Donc la poésie, c'est autre chose, c'est plutôt la liberté. Une liberté de parole et une liberté d'émotion, de sensation. En fait, c'est regarder autrement ce qui se passe autour de soi. Alors, je vais vous présenter nos deux compères, qui sont déjà bien rodés, qui connaissent la vie presque par cœur. Je vais commencer par Mylène, qui est une marcheuse et l'arpenteuse de ville. Bon, et je crois qu'elle aime bien la ville d'Angers. Oui. Ah oui, c'est déjà la ville d'Angers. J'ai remarqué beaucoup, il y a beaucoup de lieux dans ta poésie. Donc elle arpente les rues des villes avec son appareil photo, c'est-à-dire son appareil. Parce que maintenant tout le monde est moderne, on a tous un téléphone portable et le sien fonctionne tous les jours. Et nous abreuve de photos qu'elle prend comme ça au débeauté, donc des gens, des lieux, des belles images que tu nous envoies. Et elle fait aussi de la vidéo. Donc je salue en même temps Jolion qui couvre tout le printemps des poètes en tant que vidéaste et qui nous fera le vendredi un petit résumé de toute cette opération du printemps des poètes à Angers. Les vidéos, et ce sont des vidéos poèmes. Alors tout à l'heure tu nous parleras un peu de tes vidéos poèmes, comment ça fonctionne. Voilà. Et puis tu écris des livres quand même. Voilà. Donc là il y a aussi une question qu'on posera, pourquoi passer de l'image à l'écrit? Est-ce que c'est une nécessité de faire les deux? Est-ce que l'image est insuffisante? Est-ce que l'écrit est insuffisant? Et voilà, donc tout un tas de questions que je poserai tout à l'heure. Et puis on a Valentin. Valentin, c'est régional de l'étape. Donc Valentin est un sportif. C'est pour ça que je dis régional de l'étape. Il fait du vélo aussi. Donc, pour ceux qui suivent le Tour de France, on appelle toujours, il y a toujours un régional de l'étape. Quelquefois qui ne gagne pas l'étape d'ailleurs, il est toujours régional. Voilà. Donc Valentin, il est de chez nous. Et par contre, il est né dans le Nord. C'est un poète à vélo et un poète des stades de football. Bon, la première fois que j'ai rencontré Valentin, je pense que moi j'ai été surpris, lui il a dû être surpris aussi, peut-être moins que moi. Moi j'ai été surpris parce que j'avais devant moi un sportif qui écrivait de la poésie. Et là, pourtant, bon, je suis assez âgé, mais ça m'était jamais arrivé. Voilà. Donc, Valentin, il m'a dit, mais écoute, tu connais pas la vie des sportifs. Il y a une association des écrivains et des poètes qui font du sport, et c'est pas incompatible les deux. Et effectivement, c'est pas incompatible. Et il m'a expliqué pourquoi dans le sport, il y a aussi de la poésie. Parce que quand je regarde un match de football, j'apprécie quelquefois les passes et les buts. Bon, mais c'est tout. Et lui, il m'a expliqué qu'il y avait de la grâce dans le sport. Et puis bon, il y a cette image aussi du rugby et tout, cet élan quand il y a tout le pack, tout ça,
Je dis oui, effectivement, vu du côté poétique, c'est de la poésie, c'est une chorégraphie. Le sport, c'est une chorégraphie. Donc, le printemps des poètes, c'est une fête nationale. Bon, mais la poésie, c'est pas que le printemps. Il faudra se poser la question, bon, la poésie, c'est toute l'année. C'est toute l'année, et on a bien besoin de poésie dans notre monde de fous. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Mylène, s'il te plaît, pour que tu nous présentes un ou deux textes déjà, et puis ensuite Valentin, et puis on passera aux questions, aux réponses, et puis vous aurez la parole aussi. Vous pourrez vous poser des questions qui vous intéressent, et puis après, on dira boire un coup, et puis vous poserez encore d'autres questions, et puis vous achèterez des livres. Les poètes, ils vivent quand même avec les livres. Bon, c'est pas énorme, mais ça vit quand même un peu avec les livres, puis ça leur fait plaisir. Donc faites-leur plaisir, achetez-leur leur livre. Voilà, merci d'être là surtout. Ça donne envie de continuer. Toujours. Merci. Merci. J'ai choisi des textes d'un recueil qui s'appelle Sans portrait vague, qui est entre la prose et la poésie. C'est la première fois que je le lis. On n'a pas de micro, donc je vais parler plus fort. Je ne sais pas si... Très bien. Jacques, est-ce qu'on part sur un format d'à peu près une vingtaine de minutes? Oui. Une vingtaine de minutes, 10 minutes, 10 minutes. Comme n'importe. Comme tu le sens. Ok. Une fois que tu es parti, je sais que tu t'arrêtes pas. Je me termine. Et me réveille. Très bien. On lui avait donné la vie il y a 60 ans. Elle allait donner le monde. Dans les camps, les déportés écrivaient dans leur tête. Elle a lu dans le livre à la bibliothèque. Les Juifs écrivaient dans leur mémoire parce qu'ils n'avaient pas de papier, et ceux qui ne sont pas morts au camp, une fois dehors, ont pris des feuilles et ont écrit les poèmes dont ils avaient tapissé leur tête. Elle écrit sur une feuille volante qu'elle tient sur son ventre. Elle écrit debout, souvent. C'est une clocharde. Bientôt, elle ira à la bibliothèque municipale et elle retapera son texte. Elle a 60 ans. Elle le portera chez l'éditeur directement pour pas l'éteindre. Elle le posera dans la boîte ou juste devant, comme enfant le laitier faisait avec le lait. Avant d'être clocharde, elle se demandait ce qui fait tenir les clochards, si c'était l'espoir. C'est pas l'espoir, mais c'est que se tuer soi-même, se tuer avec ses mains, comme il fallait faire avec les chatons en une fois pour pas que trop mal, ça reste quelque chose de difficile. Les semaines avancent à la rue comme au chaud, et on se dit que mourir, ça peut se faire sans nous, ça se fera bien. Écrire, c'est toute sa vie. C'est un peu à cause d'écrire qu'elle est à la rue, pas seulement, mais un peu. Écrire, c'est toute sa vie, elle dit, et puis un jour, elle a tout relu, elle a sorti les feuilles de son gros sac sous les boîtes de gâteaux et la couverture aluminium. C'était pas si bien. Même, c'était mauvais souvent. Ça n'empêche pas. Elle aime écrire. L'éditeur, elle compte pas trop, mais pourquoi pas sur un coup comme ça, et puis ça mange pas. Elle s'en fout de tout. De plus en plus, elle s'en fout. Avant, elle disait, elle n'y arrive plus. Une fois, elle avait demandé à un homme qui semble avoir le temps et d'autres choses, des soucis et de la pitié, de s'asseoir et bien vouloir lui lire un peu de Céline, un peu de Proust. C'est ce qu'elle avait pris à la bibliothèque parce que c'est gros, alors ça lui tient long. À voix haute, elle aime. Lire elle-même, c'est comme se tuer, c'est moins naturel. Maman, je te donnerai le monde. Elle avait dit à 6 ans, un jour que sa mère pleurait et qu'elle l'avait surprise. Le bus, c'est bon pour la digestion. C'est comment il avance et moue bien tout, à vibrer pleine ville comme tumultueuse babine. La vieille a comme ça des croyances. Se frotter le blanc de l'œil avec un trognon préserve l'œil. Les abeilles ne piquent que celles et ceux qui croient aux piqûres d'abeilles. Il faut marcher pieds nus autant que possible, ça fortifie. Et une autre de ses croyances, le bus, c'est bon pour digérer. Le bus, son air de ruminant, de garder la vie longtemps en bouche dans des ronrons d'arrêt chaud et lent, puis d'activer tout doucement ses hanches. La vieille aime le bus, être plus grande que les piétons, faire comme enfant le jeu de chaise haute en bout de table.
La vieille aime le bus et dire bonjour au chauffeur. La vieille aime par-dessus tout être une vieille de bus. Une vieille heureuse, une vieille en son pays, une vieille de bus dans le bus. Elle sourit. Elle n'aurait pas pensé que la vie un jour serait aussi simple, aussi joyeuse. Elle leur téléphonera ce soir, ses 3 enfants, surtout la fille, le deuxième, qui vraiment se fait un monde de tout, à parler de se tuer tout le temps. Faudra bien qu'elle pense leur dire « Mon Dieu, mes petits, mon Dieu, mes chats, vous inquiétez pas tant. Un jour tout passe. Un jour tout va. » Moi, si j'étais vous, si c'était mon épaule, immédiatement ça la rassurait. On la prendra en charge vraiment. Pas du loin, du bout des doigts, derrière le bureau. Même si ça se voit pas, ni comme ça deuil, ni à la radio, elle a mal, elle voudrait qu'on la comprenne et qu'on la croie. Elle invente pas. C'est pas comme ils disent psychosomatique. Refusant de croire que ce serait la pente du corps d'avoir mal toujours. Ou si c'est ça, elle préfère pas. Elle a mal à l'épaule, dans l'épaule. C'est pas un cancer, c'est pas grave, elle aimerait quand même que si au moins on la guérit pas. Par contre, on entend que lorsqu'elle sourit pas, c'est qu'une partie de son sourire est occupée à avoir mal d'une douleur qui dure, comme dans les ascenseurs, la musique d'ambiance qui revient dans les rêves loin de l'ascenseur et paraît nous guetter toujours, ou alors nous, la guetter. Les autres insinuent qu'elle a mal parce qu'elle y pense. Comment voudrait-il que nous? Mais le médecin promet. Moi, si j'étais vous, si c'était mon épaule, elle aimerait beaucoup soudain poser sa tête de femme, sur son épaule de médecin. Elle a fait une croix au lieu d'une signature. Quand en fin de stage, la professeure, venue visiter l'élève sur le terrain, lui a montré la case sur la convention. Stage de 3e à l'épicerie. Il fallait rédiger un petit avis. Si l'élève stagiaire travaille suffisamment, s'intègre et prend des initiatives, vous pouvez bien l'écrire, vous. C'est encore vos yeux, a demandé l'élève perspicace et complice. Oui, mes yeux, ils tirent, et puis, par ce chaud. L'épicière a proposé à la professeure un loukoum, un thé. L'enseignante est sortie de l'échoppe et a pleuré. Elle aussi, sa mère, était analphabète. La première fois que le fils a vu sa mère chanter, c'était pour un homme. Et sa voix avait changé. Si de voix, est-ce qu'elle allait changer aussi de corps? Il allait faire des grimaces au miroir des toilettes pour être capable de revenir. C'était quoi qui est sorti de la bouche de sa mère comme un geste qu'il ne connaît pas, comme dans les rouleaux de la station de lavage et rester dans la voiture seul et sec. Depuis peu, un écriteau recommande de ne pas laisser les enfants dans la voiture, de ne pas laisser les enfants sans surveillance près de la musique, de ne pas laisser les enfants près de l'homme que leur mère regarde. Ça bat dans sa cuisse, le chaud du goudron, le doux presque du moteur, son père devant avec son dos large. Dans les tournants, il lui a appris, il faut affronter, épouser sans résister. La route doit croire que tu lui donnes raison, fais-lui croire jusqu'au bout que tu vas tomber, mais maîtrise. La route et la mer le long. La tête de son père le dimanche matin, et celle du lundi. Le motard libre, fougueux, impressionnant et fier devenait le dimanche soir un homme fragile. Son visage d'angoisse et d'aurore le lundi, ses mains trop grosses autour de son bol de café. Qui puisse être ce chevalier le dimanche, une chèvre tremblante le lendemain, le fils haïssait les patrons. Et quoique plus malingre qu'une roue de vélo, il se promettait tous les avoir, tous les avoir. Son père marchait comme Johnny, comme avec des pierres apportées à chaque cuisse serrées dans des pantalons de cuir. Mais sur la moto, agile comme un danseur, il lâchait les mains, lui interdisait à l'huile de fer et pointait du doigt la mer, le ciel, les collines. Le fils ouvrait à peine la bouche, les mains agrippées à la veste de son père. À la peur de la route s'ajoutait celle que son père voit sa peur. Et quand le fils descendait de la moto, il lui fallait 5 minutes entières pour calmer ses jambes. Son père, l'usine, les week-ends, la route. Sa veste noire argentée de grands scarabées qu'un jour il lui donnerait. C'était un roi des routes, capable en plein virage, raide, serré de se tourner vers le petit. Mais dès le lundi 5h, son père devait dire bonjour monsieur, et les noms de famille de chacun des hommes, tous ses chefs qui lui donnaient du travail et des milliers. Un week-end, la moto reste au garage. D'abord le fils s'en soulage, et puis s'inquiète. Son père, dos brisé, avance comme un vieux. Il a la tête grise, moins de cheveux. Il parle que avec 3 mots. C'est la mère qui conduit la voiture maintenant. Le père reste silencieux sur le siège passager. Le soir gentil, elle passe sa tête par la porte de sa chambre et sa voix est comme trop douce,
Ton père est fatigué, sois gentil d'un peu aider, ça va passer. Et le fils se sent pousser dedans un énorme poing. C'est ça les messieurs, qui ont cassé son père, un mastodonte de 100 kilos. Qu'il soit si grand, si lourd, il semble plus faible encore allongé sur le canapé, en chaussettes, en slip. Le fils a des larmes plein le ventre et de la rage. La rage, c'est pas fait avec de la colère, mais de la panique et des pleurs. Un jour, ils sortent les trois en ville. La mère a réussi à le faire se lever. Le père s'allonge sur un banc en pleine ville. Il attend. Là, allez-vous, moi j'attends. Le père s'est fait dessus, sur le banc de bois dans la grande rue piétonne, en face de la carterie, entre la maison du pantalon et la vaisselle. Le fils prendra la moto et la belle veste noire. Il ira mettre le feu à l'usine. Elle n'a pas dit autour d'elle. Ses parents sont en province. La France cassée en deux. Elle n'a pas d'enfant. S'entame la longue ronde des chimiothérapies, biopsies, IRM, scanner. Parfois la nuit à l'hôpital, parfois en ambulatoire. Paris et la province, ici et ses parents, le cancer et l'enfance. Elle dit à la psychologue du service qu'elle n'a rien à parler, à dire. Elle a un cancer dans le métro et sur les boulevards. Elle a un cancer le soir début d'hiver à traîner vers les quais, toute seule comme une adolescente. Elle a un cancer face au fleuve. Elle a un cancer au téléphone. Elle veut rien dire à la psychologue, sinon éventuellement hurler. Elle prend des trains. Elle en prend des au hasard matin, elle rentre le soir. Son cancer serré contre ses bras croisés. La nourriture parfois qu'elle enlève quand, à force de marcher, c'est tout son corps qui se réchauffe et qu'elle porte au bras. Les portes des boulangeries s'ouvrent et se ferment. Les terrasses sont des îles et des radeaux. Mais ce jour-là, la ville est morne et elle est fatiguée. Les infirmiers sont gentils, mais pas assez. Elle en devient jalouse des enfants cancéreux à qui on offre une sucette, une peluche. Ils sont pleins de rire et de vie, ils s'accrochent, on dit. Elle déteste le téléphone, avoir ses parents. Elle tient le combiné loin de l'oreille, elle fait des grimaces, elle mord ses genoux. Ils veulent venir la voir, monter, ils s'inquiètent. Elle refuse. Elle aimerait faire fermer les gares. La psychologue insiste. Elle voudrait s'épancher, mais seulement pour pleurer. Elle s'effondrerait sur son épaule. Mais dire, elle se tait. Le téléphone sonne, elle le débranche. Elle n'ira pas au rendez-vous. Elle dort. Sa mère a acheté un petit aspirateur qui marche tout seul. C'est un modèle rond qui se promène dans l'appartement. Avant, son père et sa mère ont dit au rond, par an passé, pour que la chose évite les meubles. La chose est aveugle. L'enfant déteste la chose. Sa façon étrange de marcher sans pattes ni jambes, un drone tombé du ciel, un robot complice des extraterrestres. Ce qui l'effraie le plus, c'est quand ils sont dehors avec sa mère, il sait que la chose est programmée et qu'en leur absence et dans l'appartement, elle s'allumera toute seule. La chose sera la seule habitante. Et lorsqu'ils reviendront et ouvriront la porte, peut-être qu'au sol et avec la poussière, la chose aura inscrit son message « Don't come in ». Et puis il y a cette autre grande chose. Récemment, le ventre de sa mère avait grossi. On lui avait rien dit, mais il savait et il attendait. Un frère, une sœur. Longtemps, il a attendu. Il a compté les jours pour compter les mois, mais rien. Les jours avaient continué et le ventre de sa mère disparut, comme la moustache de son père quand il la rase. Alors parfois, la nuit, quand ses parents dorment, il repousse le drap, il se lève et il va ouvrir le placard. Il parle à la chose. Il tremble, mais il sait qu'il doit le faire. Il déplie les rabats du carton de la chose et en tremblant, il la supplie de rendre le bébé. Elle a 45 ans. Il a fallu alors que ses parents aient plus de 80 ans, qu'ils soient vieux et capricieux, qu'ils aient mal, qu'ils gênent, qu'ils aillent doucement, qu'ils bougent lentement, pour qu'enfin, pleine claque figure, lentement, elle réalise « il n'est plus question d'elle, il n'est plus question d'elle ». La veille encore, pourtant, elle avait eu sa mère au téléphone et lui avait répondu en montrant bien avec sa voix et comme elle savait faire que c'était pas le moment, que vraiment elle avait bien d'autres choses à faire dans la vie qu'être leur fille. Aujourd'hui, elle imagine sa mère bouger centimètre par centimètre de son fauteuil, les fesses une par une pour saisir le combiné après s'être tue toute la journée. Elle voit sa mère la voir en train de faire son cinéma. Sa mère, 80 ans, qui dira dans un sourire épuisé « Si j'avais pensé que jusqu'à mes 90 ans, il faudra encore que je m'occupe de ma fille ». Maintenant, elle peut voir comment son père a blanchi, maigrivi, un peu de bave au coin des lèvres, et ce qu'il dit est de moins en moins intéressant et d'abord de moins en moins audible. Mais ce soir, elle sait, elle a compris.
Et elle joue à être Isabelle Huppert dans un film qui sortirait son portable de la poche arrière du pantalon et parlerait doucement à son père, qui aurait sa vie bien à elle dans une pièce, mais qui quand même prendrait le temps de lui parler gentiment. Tu as vu papa à la radio, les oiseaux, les avions? C'est plus difficile pour elle que pour Isabelle Huppert parce qu'elle n'a pas de vie dans une pièce, seulement un radiateur électrique et chaque soir ses habitudes de manger beaucoup et puis le lendemain manger moins. C'est plus difficile quand c'est pas dans un film. C'est plus difficile parce que son père est sourd et il faut crier dans le téléphone et elle a peur des voisins. La claque, d'avoir tiré toute sa vie sur une seule origine, un seul récit, être leur fille, pour le faire aller le plus loin possible. Elle sait que ça arrive dans les romans qu'il y ait plusieurs débuts. Elle a 45 ans. Et si c'est tard, c'est peut-être pas trop tard. Autour du dos et du ventre de sa mère, un boudin d'eau, dans ses mains de l'arthrose. Le glaucome aux yeux de son père pousse, il ne peut plus voir qu'une seule chose à la fois, et c'est pas le même monde quand il faut parler des choses les unes après les autres, faire des séquences à un plan, des phrases avec un seul verbe. Elle a 45 ans. Elle est plus grosse qu'Isabelle Huppert, moins douce, moins vive, moins calme, moins belle. Elle a moins d'amour aussi peut-être. Mais comme elle a plus le temps, ça compensera, elle pense. La vieille dame a peur de mourir tout le temps et qu'il n'y ait personne autour pour la sauver. Elle va au policier pour dire que la poitrine, ça la presse. Les policiers sont patients les 3 premières fois et puis se lassent. Elle va à la poste, c'est l'après-midi, elle s'assoit 2 heures là, on la laisse faire. À la boulangerie, elle dit pour sa crise cardiaque. La pharmacie, elle n'y va pas, la pharmacienne n'est pas gentille. Le médecin, maintenant, c'est un tout jeune. Et mettre son corps de 86 ans dans des mains d'un quart d'heure, non. Ses petits-enfants n'ont plus le téléphone fixe, ils ne répondent pas au téléphone, pas au portable, même au SMS. Ils répondent que sur WhatsApp, ils l'ont installé, mais elle ne sait pas l'ouvrir. Alors les rares fois qu'elle les voit, il lui manque les photos qu'ils lui ont envoyées. Elle les voit tout d'un coup. Le diplôme du petit, le bébé de la grande qui fait ses premiers pas, le Big Ben parce que le moyen était à Londres pour un entretien, l'ami. La vie passe vite en photo, avec le doigt pour faire coulisser. Ses albums de famille à elle, la vieille ne les regarde pas. Elle a essayé une fois de s'émouvoir, mais l'eau a passé, comme on dit, et elle n'a pas trouvé sa nostalgie. Il lui en faudrait une neuve de nostalgie, comme une paire de souliers. Pourquoi ce serait le tour des autres de vivre, si elle n'a pas eu assez du sien? Le pipi, elle le laisse dans le fauteuil et dans son pantalon. De toute façon, c'est comme la nuit ou les mouches, ça revient toujours. Elle a décidé depuis peu de dire à ses petits-enfants de ne plus venir la voir. Elle n'a pas le courage de se changer, se coiffer. Elle leur dit qu'elle est chez le docteur. Parfois, elle ment trop loin, elle ment comme si elle avait 20 ans. Elle dit « je suis en voyage ». Elle ne veut pas mourir. Les horaires des bus changent tout le temps en ce moment. La dame va chez la fleuriste. Un bouquet de roses, ma jolie. Si vous saviez comme le cœur me serre. Et 2 lilas. Et un avant-dernier. Comme un père regarde un fils, sachant que son fils... Comme un père regarde un fils, sachant que son fils a tué. Comme un père regarde un homme qui a tué cet homme entre les hommes et son fils. Comme un fils n'est plus un fils, mais un meurtrier. Comme un fils a un corps faible qui a tué un corps encore plus faible. Comme un fils n'est plus maintenant le fils de son père, mais le patient ou le cas de quelques couloirs médecins et judiciaires. Et le fils va d'un à un, et le père entre après son fils pour qu'on lui dise comment son fils est. Ou parfois le père entre en même temps, mais les 2 chaises installées proches sont 2 continents dérivés. Comme un père a perdu sa femme et sait bien que son fils n'est plus son fils sans doute, car son fils n'a plus sa mère. Et alors à cet endroit seulement, et tout en demeurant lui parfaitement droit et responsable, à cet endroit-ci le père reste le père et son fils est son fils. Et peut-être que le père comprend le fils, peut-être même l'excuse ou chasse la question du pardon pour pouvoir l'aimer et répondra aux questions des doigts levés des élèves parce que le père participera à quelque association de parents de fils et parents de meurtriers, répondra que la question du pardon n'est pas pour lui et que son rôle à lui est d'aimer. Il le croit et bien sûr aussi il ne le croit pas. Et le père parfois pense que le fils est meurtrier pour que lui ne le soit pas et le père devient fou. Mais aussi le père lutte, le père refuse la pensée et s'il la refuse c'est pour ne pas lui, mourant dans la folie, rendre son fils 2 fois meurtrier. Et le père résiste, et si le père n'est pas fou, son fils est innocent. Mais si le fils est innocent, le père est fou. Comme un père regarde son fils, et comme un fils n'est plus un fils, mais un dessin crayonné de procès qui accentuera l'apathie, et comme un fils ne regarde plus personne parce que le fils est fou, comme un père regarde son fils qui ne regarde plus. En face de la maison du père, les arbres dans le champ, dont l'un est plus grand, et le petit a un air mauvais.
Et le dernier texte, c'est un texte autour d'une fleuriste. Maman, je serai fleuriste. T'auras le temps de changer. Et puis non, j'ai eu le temps seulement de rester et de devenir. Le premier bouquet à ma maman. Pardon, j'en parle. Moi, toute petite, qui suis en train de marcher avec ma mère, j'avance quelques mètres devant, et les quelques mètres, lassés de tournants et de marches pour qu'elle ne me voie pas, c'était les mètres de la surprise, de me pencher, choisir et casser. Je disais casser, pas couper. Je vais casser des fleurs pour ma maman. Et qu'elles soient toutes apportées, et que justement, à cause de ça, parce qu'on pourrait les prendre toutes, il faille choisir. En prendre que 10, 12. Je faisais un double nœud dans une tige comme à mes chaussures pour tenir les fleurs ensemble, et parfois exprès je laissais dessus un minuscule escargot qui par hasard était sur une guérite. Je disais guérite pour Marguerite, et le hasard devenait mon exprès, et de l'herbe autour comme un petit pré dans ma main. Ça s'appelle bouquet mal peigné. Avant c'était pas fleuriste, c'était bouquetière sur les marchés, les foires aux fleurs. Fleuriste, c'est l'endroit des vocations. Quand dès le début les fleurs sont autour, dès le jardin des grands-parents, le stage de 3e, le CAP, ou d'abord le lycée horticole, le brevet professionnel avec l'alternance. J'aime tout, le différent de chaque jour, mais le plus quand quelqu'un vient avec un désir et me laisse carte blanche, carte vive. Le bouquet du fleuriste, comme un plat du jour, selon que j'ai envie de rose, de bleu, de jaune. J'aime les fleurs à poser sur les tables, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, et pas la force non plus. J'aime annoncer, les pivoines sont là. Les tulipes sont arrivées. Je disais chaque jour différent, il y a des choses qui reviennent. Je vais chercher les fleurs à Rungis, je les enlève des cartons, je les coupe et je les mets à l'eau. Je fais les bouquets et les livraisons. Rungis, on dit Rungis, allez à Rungis. Au début, avant d'aller, j'imaginais ça un grand endroit gris, mais non, c'est un marché. Juste, il est énorme, mais sinon c'est un marché, avec les mêmes façons d'être, une sorte de gigantesque collier sans cou qui dévale et enjambe les étals. Quand je suis à Rungis, je lance un immense regard, le plus large possible, comme si j'étais un avion et que je survolais. Et j'essaie de me figurer vraiment bien toutes les fleurs en vrac. Et je pense à mes bouquets dans ma boutique après, quand j'ai tout fait. Je pense à mes mains dans l'eau, d'artisane. J'aime aussi le mot d'artisane. Le matin, je fais les mises à l'eau. Il faut la changer régulièrement et laver les vases. J'aime bien le matin, de façon générale le matin, mais à la boutique surtout. Être une dernière minute seule avant l'arrivée des collègues. Je regarde toutes les fleurs. Ça n'a rien à voir avec la nature, je veux dire, ou alors comme un opéra à voir avec la langue. Parfois je me dis, mais dans quoi tu vis, dans quoi est-ce que tu vis, ça n'a rien à voir avec le monde. Et c'est vrai que mes fleurs n'ont rien à voir avec le monde, et pourtant elles viennent de lui et elles y revont, par les gens qui viennent. Mais c'est de voir tout assemblé en chorale et quinconce, qui parfois même à moi me met le vertige, je les regarde et j'ai des montées de sueur. C'est là sur la grande table qu'on fait les bouquets. Souvent je regarde mes mains, c'est déjà un bouquet, c'est déjà du sacré bouquet. Moi j'aime à plat les faire, étaler les fleurs à plat et voir. Pas les tenir dans la main et piquer faisceau et regarder. Si c'est une surprise, les fleurs pour le salon de quelqu'un, ou même sa tombe, il faut déjà que ça le soit pour moi. Bien sûr qu'il y a des règles d'harmonie de couleurs qui vont avec des couleurs. Et puis surtout il y a les saisons qui nous guident. Une grosse fleur est articulée autour des petites et des moyennes. Ça se fait quand même beaucoup à l'intuition, beaucoup à l'instinct. Des fleurs coupées, des fleurs de fête ou de tous les jours. J'aime bien les feuillages, bouquet flou, bouquet rond, bouquet gerbe, bouquet monumental, étagé, bouquet minimaliste, bouquet pictural, champêtre, moderne, bouquet spontané, fleurs stabilisées. Les gens qui viennent acheter des fleurs sont des gens habités, je ne sais pas comment dire, mais des gens habités par des choses, par une grande envie d'offrir, parfois par un événement. J'ai des gens dont je vois la vie, comme un médecin de famille. Moi aussi, les naissances, les maladies, les deuils, les fleurs à l'hôpital, l'artifice. Là, au milieu du sang, les poches, des dialyses, les fleurs dans leur vase, comme des plongeuses à l'envers, et justement qui n'ont peut-être pas de compassion, elles ne prennent pas le pli de l'hôpital et du blanc, comme un caméléon résiste, elles sont là, qu'elles-mêmes. Les gens qui viennent, il y a soit un grand acte d'amour derrière, et même si c'est de la politesse et des condoléances, je crois qu'il faut y croire, je veux dire, il faut croire à croire et se dire que c'est nous qui mettons de la courtoisie, mais elles, les fleurs, elles éclatent sans question, soit un acte d'amour, soit c'est pour vous, c'est pour offrir. Une envie de se faire du bien, de se faire du beau. Des gens qui se sont dit, ça manque de fleurs, tiens, si je mettais des fleurs. Je comprends aussi qu'on ne vienne pas, qu'on n'ose pas. Parfois, les gens sont chargés d'une très grande émotion. Les gens, vous savez, moi, je leur vois des yeux. La dernière fois, il me restait de la symphorine et des roses avalanches. Et j'ai hésité, puis après tout, je me suis dit oui, et je les ai donnés à un clochard dans du beau papier de soie. La semaine d'après, je les voyais, ces fleurs à côté. Il m'a dit les soirs que je dors au foyer, je les prends puis je les ramène. Elles ne manquent pas d'eau, c'est comme mon chien. Et c'est vrai, son chien ne devait pas manquer d'à manger ni d'amour. Un métier de main, mais aussi de dos, faut porter.
Depuis le matin 6 heures d'aller les chercher en gros, les fleurs coupées, en pot ou parfois directement au producteur, au soir tard de toutes les ranger. Comme les libraires. Chaque fois que je vais dans une librairie, que je vois les livres, j'imagine les cartons. J'aime la nuit et venir voir ma boutique du trottoir d'en face. J'aime la nuit qu'elles sont presque un peu sauvages. Et puis il y a l'eau dans le noir et leurs couleurs quand même, mais pour rien, pour personne, ou que pour elles-mêmes, les unes pour les autres, les fleurs belles pour les fleurs. À ma gauche, il y a un boucher. Une fois, on a échangé, j'y suis allée dans ses boyaux. Ça m'a fait moins peur que lui, mes hortensias. Il n'avait pas dit, mais il avait la phobie des hortensias. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il a dit, je sais pas, c'est leur grosse tête. De l'autre côté, c'est une boutique de réparation de mobiles. D'abord, c'était un cyber, et puis avec Internet, comme une immense fleur sentie, je vois 1000 partout, c'est devenu ça, un riperphone. Quand j'en ai trop, c'est rare, mais parfois, j'apporte aux deux des bouquets qui tiendront pas, mais à poser au moins la journée sur le comptoir. Et il me remercie. Elle nous apporte son bouquet de fanés. Est-ce que moi, je te fais des bouquets d'os? C'est aussi tout ça, parce que c'est dans la ville. Des fleurs et même des petites bêtes de champ, parce que même coupé, il y a de la butine, mais dans la ville. C'est beaucoup un métier de main, on se les coupe. C'est le métier, on nous dit à l'école, qui rentre. Une fleur, ça coupe comme un couteau. Ici, elles sont sèches, mes mains, parce que la boutique, il fait froid. Chez moi, par contre, quand j'ai les mains vides, souvent, je les sens être moites. J'aime la minutie des fleurs de boutonnière, tout près d'où bat le cœur, ou bien les fleurs de voiture, pour le salon de l'automobile. J'aime peigner dans mes doigts la fougère pour combler les bouquets. J'aime les vases, les fleurs, mais aussi les vases. Je trouve que c'est beau, l'objet. Je suis 1000 fois trop... Hop. Pardon. Un jour, c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça, mais je vais raconter l'histoire avec je. Un jour, je marchais, c'était la campagne, l'après-midi. La même campagne qu'en France, mais en Italie. Je marchais avec le nom différent ici des arbres. Je marchais avec les mêmes arbres, mais dans une autre langue. C'était septembre chaud. Il y avait encore aux branches des figues. J'étais seule. Et je ne me suis pas rendu compte, mais je me suis perdue. J'étais maintenant beaucoup trop perdue pour encore en être à ce moment de pouvoir rebrosser chemin. J'avais régulièrement, par négligence ou insouciance, par tranquillité ou par intuition, peut-être par intuition, entre deux chemins, choisi l'un ou l'autre, mais sans vérifier ni me donner de repères, comme dans les contes, les cailloux semés sous les pieds. Je marchais, accrochée à cette lumière pleine de l'après-midi. Je marchais, rassurée. Pas rassurée, vraiment tranquille, déterminée. Déterminée alors que je ne savais pas où j'allais et il s'est mis à pleuvoir. C'était soudain, un orage de Bavière en Italie. Très fort. J'ai couru, je dévalais une colline sortie de nulle part et jonchée de cerfs, argentées, écarlates, des cerfs comme de grands scarabées agrippés à leur tête. L'une d'elles s'est ouverte à mon passage. Un homme m'a fait entrer. Il faisait chaud, humide mais sec de pluie et chaud. Directement nos sueurs. Avant toute langue, tout essaie de parler et de comprendre, nos sueurs. Et partout autour de nous, des fleurs. Des rangées ivres, des fleurs en rayonnade. Je ne savais pas les noms, je disais seulement ça, fleurs. Le mot en français, fleurs. On s'est embrassé, c'est moi, je crois, qui suis allée sous ses lèvres, dessous. Comme un pommier consciencieux sous l'arrosage automatique, vrille à peine ses branches pour attraper le plus d'eau. C'est moi qui ai décalé ma nuque. Je me souviens ça, avoir pensé, décale ta nuque, comme on arrange sous le doigt une tige, qui est ouvert les lèvres, comme si on veut bêtement, comme deux pétales, ou comme deux coquelicots s'escladadent, comme une racine à sa force à la fois des saisissements et des vertiges. Il a pris mon menton sous sa main, et il a caressé longtemps, moi bouche ouverte et lui seulement mon menton. Et sa main et les allées et venues de ses doigts à cet endroit-là rarement caressé ou rarement vu du soleil, de la peau comme celle de la paume des pieds, gardée longtemps pour moi, là, à lui, livré à lui. Et on a dormi là, entre des rangs de fleurs. Je te dis, je ne sais pas lesquelles et quels noms. Des fleurs, fiori. Merci. Est-ce que ta première vocation, le théâtre, l'écriture de théâtre, est entrée dans ta poésie? Parce que là, j'ai vu plein de personnages vivants. Alors, je ne sais pas si ce sont des personnages que tu as saisis sur le vif ou que tu as inventé, vécu quoi, dans ton imaginaire. Mais notamment La Fleurie, je trouve que c'est un super monologue
ça peut être mis en scène sans problème. Alors, au départ, c'était une commande que m'avait proposée une amie comédienne, Karine Goron, qui a commande lui avait été faite, elle, en tant que metteur en scène, de faire quelque chose autour d'une fleuriste. Et elle m'avait proposé d'écrire un monologue. Et après, ça a été joué par une personne qui s'appelait Marie Philippe, qui jouait ce monologue. Et c'est vrai que... Dans ce recueil-là, enfin moi j'ai remarqué qu'il était quand même très théâtralisé. Voilà. Et alors, je dirais que la première rencontre avec l'écriture, ça a été le théâtre d'abord. Des textes de Coltès, de la solitude des champs de coton. Que je peux je crois que s'il y avait un texte que je ne voudrais jamais oublier, ce serait le... On reviendra tout à l'heure dans les questions. Maintenant, la parole est à Valentin. Une joueuse de golf qui revendique de vivre son sport poétiquement. L'instant de grâce, c'est de lire le judo selon Charles Dobzhansky, ses chassés-croisés, son torrent gerbe, ses ombres de mercure, tandis qu'un jeu de jonc s'incline sous le vent sans le briser. L'instant de grâce, c'est ce footballeur renversé sous un ciel bleu nuit de mon enfance, donnant un coup de pied à la lune. L'instant de grâce, c'est ce pied au même niveau que la main, pantin se désarticulant et se réarticulant sans cesse, dans une vivacité inouïe, pour atteindre avec brio le haut du mur d'escalade. L'instant de grâce, c'est Floria Gay qui rattrape les 3 premières, contre toute attente, à contre-perte, pour devenir une icône, un motif d'espoir, celle qui réussit l'impossible. L'instant de grâce, c'est la touche au rugby, une métamorphose, le lourd soudain léger, porté par des mains amies, soulevé par un désir. L'instant de grâce, c'est le visage surpris du vainqueur casqué, ses larmes après avoir jeté son vélo pour passer la ligne en premier, attendant impatiemment quelques coéquipiers pour partager le trop-plein. L'instant de grâce, c'est Zidane qui danse autour du ballon sans avoir besoin de le toucher. L'instant de grâce, c'est le bruit de la cloche, le dernier tour, l'inéluctable, l'issue qui approche. L'instant de grâce, c'est juste après une perte de balle, ton coéquipier qui te crie « Pas grave, on est là », prêt à rattraper ton erreur, adorant ça, venu rien que pour ça. L'instant de grâce, c'est de croiser un autographe de Suzanne Langlaine dans un carnet appartenant à mon arrière-grand-mère. Madeleine Vagré, avec en dessous l'inscription « Le Touquet, 1918 ». L'instant de grâce, c'est cet aviron biplace orange qui file vite et droit sous le pont aux fleurs, son binôme parfaitement coordonné. L'instant de grâce, c'est la voix tremblante d'Alain Mimoun, le dernier 100 mètres de Colette Besson, le bandana de Marco Pantani, les récitals de Micheline Ostermeyer, tous nos héros disparus. Voilà, on peut continuer un peu à écrire ce texte, chacun, je pense. Je voulais lire un autre petit texte, ça s'appelle « Le nom des stades ». C'est quelque chose auquel j'aime bien faire attention, de regarder comment s'appellent les petits stades dans les villages. Si j'étais nuage, je m'éterniserais volontiers au-dessus du stade de football de mon enfance. Un paradis vert et blanc et rouge, 2 terrains en herbe, un petit et un grand, séparés par une rangée de peupliers magiques. Je reverrais aussi sa buvette extérieure, notre vestiaire en briques, les projecteurs vieillissants qui montent au ciel, et puis cette grille blanche à côté de laquelle on pouvait lire son nom, Stade René Defer, un hommage à l'ancien président du club dont le souvenir ainsi persiste. Beaucoup d'autres stades de village portent des noms inconnus pour le visiteur occasionnel. Un président fondateur, une dirigeante à tout faire joyeusement, un éducateur qui a marqué des générations, Joseph Perraudot à la Méniade, Nadine Dupont à Hermanville-sur-Mer, Louis Bourdelle à Louannec. Autant de héros ordinaires, des vies minuscules qu'on aurait envie de raconter. Il y a aussi les moins incarnés, arborant simplement le nom générique de stade municipal. 2 mots qui font tout de même leur effet à les voir inscrits sur un panneau directionnel. Peu importe le programme établi, on se sent alors obligé de suivre la flèche pour accéder à un espace parfaitement désertique, ses charmes multiples. En son cœur, une pelouse belle et bosselée en attente d'accueillir footballeuses et footballeurs. Place à la catégorie des éblouissements,
l'inattendu d'un nom de stade qui inciterait presque à s'arrêter là, pour signer une licence à vie au sein du club résident. Le stade du Petit Bonheur, à Ouistreham, où j'ai vu son regard bleu rempli d'amour pur. Le stade des Gueules Rouges, à Potigny, célébrant les mineurs qui soulevèrent le fer pendant des années. Le stade René Char, à Bédarieux, où l'on pourrait habiller de poésie les murs du vestiaire. Mes préférés restent pourtant les stades côtiers. Accoudés à leurs mains courantes, on peut regarder et entendre la mer. Le stade du Bon Air, perché sur la falaise à Wimereux. Le stade André de Ferrari, coincé entre le port de Bandol et l'île de Pandore. Le stade du Bois d'Amour, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon. Et les grands stades des clubs professionnels. Nous le regardons aussi, mais pas longtemps, car trop lumineux, trop massif, trop laid. De plus en plus porte le nom glaçant d'une marque d'on ne sait quoi, avec à la fin ce mot destructeur, Arena. Jouer dans ce genre d'endroit, le football ne nous intéresse plus. Pire, il nous oppresse, il brise la promesse, il éteint le rêve. Alors il faut peut-être fuir en direction du réenchantement par la source, enfourcher son vélo et errer au gré des routes pour poursuivre un infini, l'interminable visite des stades de football de nos communes, leur joli nom à découvrir, un petit trésor disséminé partout dans le pays. Je vais vous parler d'un personnage aussi à présent, un capitaine. Maillot en dehors du short, les miens. On joue en liberté. Ô capitaine, mon capitaine, qu'es-tu devenu, idole de mes débuts en équipe première? Ton brassard brillant comme de l'or autour de ton bras d'ogre. Cette façon délicate de me saisir le cou pour calmer mes jeunes impulsions. Ton improbable peignoir rose déambulant dans le vestiaire. Je revois encore ce sac immense que tu déposais avec fracas à l'entrée de notre petit vestiaire, à cette place qui t'était réservée sur le vieux banc en bois. Trône incontestable et incontesté. Un sac, ou plutôt un gigantesque fourre-tout d'équipements et accessoires en tout genre, précieuse réserve dans laquelle chacun pouvait se servir librement. En plus des 1000 choses sans importance, tu prenais soin d'y placer tous les indispensables en double, voire en triple, pour dépanner les étourdis. Combien de fois nous as-tu prêté la paire de protège-tibia que nous ragions d'avoir oublié? Un vêtement supplémentaire certains dimanches d'hiver, ou un tube de crêpe chauffante pour préparer nos muscles à l'effort. La première fois que je suis entré dans ton vestiaire, je n'ai pas su où m'asseoir, par crainte de commettre une imprudence rédhibitoire. J'aurais préféré disparaître sur le champ, plutôt que d'avoir à subir une seconde de plus les hésitations de ce corps frêle et malaisé. Mais j'avais bel et bien été convoqué, sublime privilège, et ne pouvais plus reculer à présent. Je patientais finalement jusqu'à ce que mes nouveaux coéquipiers aient pris leur quartier, avant d'échouer en catimini dans un interstice laissé vacant, entre un mur décrépit et l'épaule d'un géant. Je n'ai pas su non plus où regarder, sinon au niveau du sol, quand l'entraîneur a demandé l'attention de tous pour me souhaiter la bienvenue, réduisant à néant mes efforts pour tenter de ne pas exister. Toi, percevant ma gêne adolescente, tu as décidé de l'éteindre en soufflant ces quelques mots. C'est un vrai joueur, les gars, un bon petit, aidez-le. Je crois avoir peut-être réussi à esquisser un sourire de remerciement. Ce dont je suis certain en revanche, c'est que cette petite phrase élimina instantanément le poids qui gênait mon bonheur depuis que la sonnerie du réveil avait retenti en ce dimanche inédit, le premier d'une nouvelle vie. Je me souviens ensuite avoir observé vos rituels adultes d'avant-match, curieux ballet de joueurs se déplaçant jusqu'à ton sac pour y cueillir une bande de straps, un crampon de rechange à visser, une chevillère ou quelques autres objets étonnants. Autant d'ustensiles qui m'étaient bien inutiles à l'époque. Moi, footballeur sauvage et sans artifice, me changeant au plus vite sans m'éterniser dans ce lieu dont je ne mesurais pas encore la toute-puissance. C'est pourtant là, à ton contact, que j'apprendrai à vivre avec les autres, découvrant les moments de grâce comme les violences ordinaires d'un vestiaire senior, concentré d'humanité. Bien sûr, à chaque match, tu étais le meilleur d'entre nous sur la pelouse. Le meilleur avec le ballon, passeur hors pair se débarrassant au plus vite de la balle pour l'offrir à autrui. Le meilleur sans le ballon, maîtrisant d'instinct cet art délicat du placement que ma fougue ignorait. Lorsque tu marquais, 1 ou 2 fois par saison, presque par accident, aucune célébration ni manifestation de joie.
Tu te contentais de remercier le passeur d'un signe furtif avant de repartir trottinant dans ton camp. Satisfait peut-être, mais étonnamment silencieux, incapable de partager ce sentiment du buteur qui ne te convenait pas. Pour les effusions et accolades, il fallait attendre le coup de sifflet final. Quel que soit le score, dans un réflexe éliminant les tensions du match, tu donnais l'étreinte monumentale à tous. Merci d'avoir été là, super dimanche. Coéquipiers, adversaires, dirigeants et officiels, sans exception, accompagnés d'un regard appuyé, d'une marque d'estime, une remontrance habile aussi parfois, sans méchanceté et qui ne se discutait pas. Ces aménités achevées, protège tibia en main et chaussettes descendues aux chevilles, tu partais t'isoler en compagnie de ton mystérieux complice, un vieux monsieur au béret noir qui suivait tous les matchs, seul, accoudé à la main courante. Il apparaissait quelque part autour du terrain pendant l'échauffement et en disparaissait aussitôt après votre conversation. Par un dimanche pluvieux de la fin de l'automne, il ne s'est pas présenté comme à son habitude. Cet après-midi-là, nous avons respecté 1 minute de silence avant le coup d'envoi pour saluer son départ. 60 secondes interminables, durant lesquelles je t'ai vu refuser le chagrin, en t'essuyant les yeux d'un revers de main agacé. J'ai attrapé de plein fouet ton malheur, sans comprendre sur le moment ce frisson qui me traversait le ventre, comme un apprenti en empathie. En te questionnant à l'issue de la rencontre, j'ai su que ce spectateur discret fut autrefois ton entraîneur. Ton papa de football, as-tu précisé en me serrant l'épaule beaucoup trop fort. Tu as ajouté, avec qui je vais pouvoir aller débriefer les matchs maintenant, avec le poteau de corner peut-être, tentant ainsi de chasser ton trouble par un éclat de rire qui n'a pas suffi. Tant de choses et tant de personnes ont disparu à jamais de nos mémoires. Pourquoi es-tu resté, toi, si présent, si grand, si influent, un dieu du football comme Turek ou Dany, que je devais regarder en levant très haut la tête quelques mois encore avant d'appartenir à ton équipe. Toi, joueur senior du dimanche 15h aux cheveux déjà blanchis. Moi, joueur minime du samedi matin qui tardait à grandir. Un week-end sur 2, je m'échappais à vélo du repas dominical, contre la vie maternelle, bénéficiant de l'indifférence paternelle, ratant mon dessert favori pour vous voir jouer pendant 90 minutes, toi et les tiens. Impossible alors d'imaginer en faire partie. Impossible d'imaginer qu'un jour, je perdrais et gagnerais avec toi. Gagner ou perdre, tel était l'objectif invariable, car le partage des points ne semblait pas t'intéresser outre mesure. C'est la direction que tu nous indiquais bruyamment lors des fins de rencontres incertaines. Essayer de gagner, au risque de perdre, plutôt que de contraindre nos élans offensifs au bénéfice d'un quelconque résultat nul. C'était ça, selon toi, respecter le football. Après les victoires, ton traditionnel cri de paix secouait les murs et brisait nos timidités. Nous n'attendions que ton signal pour exulter comme jamais je ne l'aurais osé ailleurs, au lycée ou à la maison par exemple, ces lieux beaucoup trop étroits, tellement plus que cette minuscule pièce où nous nous resserrions pour chanter et danser les 4 points de la gagne. Puis, au comble de l'euphorie, tu réclamais le silence et les regards, avant d'extraire d'un geste souverain les premières canettes de la glacière. Ce coffre-fort, toujours bien assez plein pour soulager aussi les vaincus, ceux de derrière la porte d'en face que tu allais toi-même servir. Les jours de défaite, en revanche, c'était une autre musique, moins lyrique, plus douce. Occupés à ressasser nos mauvais choix, nous refusions d'entamer la moindre discussion, respectant le délai tacite de convalescence, ce temps de digestion plus ou moins long selon le scénario de la partie. Mais une fois la douche terminée, tu mettais fin à l'abattement collectif en voyageant parmi nous presque ravis, attrapant l'un après l'autre nos regards, nous glissant à l'oreille des choses nouvelles qui parvenaient à transformer nos déceptions en sourires. Puis tu achevais ta tournée avec une de tes formules magiques. Vivement dimanche prochain, les petits. Alors on n'avait plus qu'une seule et grande envie, que la semaine à venir passe aussi rapidement que possible. Peu importe le bac blanc du lundi, le rencard du mercredi au cinéma, ou l'interrogatoire des parents le soir à table au sujet de cet avenir qui les inquiétait tant. Quelle espèce d'importance à côté de ça, à côté de cette expérience indicible d'entrer dans la bonne file, cramponné et bien serré derrière toi, tous les 7 jours sur un terrain de football en herbe. Être déjà dimanche, 13h, l'heure à laquelle les 14 se rejoignaient chez toi, collés dans ta petite cuisine, accueillis par 2 grandes cafetières prêtes à réveiller l'élève tard. Tu habitais juste à côté du stade, dans la vieille bâtisse en briques rouges qui intrigua toute mon enfance. Ta femme, colossale déesse de la douceur, nous préparait les sandwichs d'après-match.
Je l'examinais involontairement, hypnotisé par le bruit du papier aluminium refermant chaque portion de baguette, ses doigts de fée répétant ce geste à l'infini. C'est vous deux qui tous les lundis laviez, séchiez et repliez les maillots de l'équipe première. Tunique blanche et rouge dont je respire toujours, de mémoire le parfum triste et amer. Ce parfum, c'était l'odeur d'une promesse, encore une promesse de l'aube que la vie n'a pas tenue. Je n'en savais rien à l'époque, mais non, les suivants ne seraient pas comme toi. Pas comme toi à aimer chacun de tes coéquipiers, leurs imperfections et leur mélancolie comprises. Pas comme toi à savoir trouver avec eux les mots justes, en toutes circonstances et sans jamais rien imposer. Pas comme toi à avoir déposé dans leurs souvenirs une trace indélébile. Nous étions les tiens. Nous t'aurions suivi si loin et pour tellement rien, toute la vie dans ton sillon protégé. Tu es resté mon empreinte morale, ma force inouïe, mon footballeur roi, mon capitaine. Celui que nulle part je n'ai pu retrouver, celui que je n'ai jamais osé remplacer. C'est la vie, je veux vraiment que ce soit un pur exemple de cette phrase. Et bon, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de la poésie fabriquée, tout est dans la sincérité dans ce que tu écris, et c'est vraiment touchant. Et bon, la poésie, je ne sais pas, vous en avez lu beaucoup, je suppose que vous êtes tous un peu connaisseurs, et vous imaginez une autre forme de poésie que celle-ci. Et pour moi, celle-ci, elle est pure, elle est simple. Quelle efficacité. Valentin, c'est bravo. Merci beaucoup. Alors, Valentin, il y a un truc aussi que j'aime bien chez toi, c'est qu'il réussit dans son journal à mettre de la poésie. Parce que c'est un journal de... ça, en fait, c'est une chronique que j'écris un dimanche par mois dans le quotidien Sud-Ouest. Voilà. Et c'est une page qui s'appelle Culture Sport, ils l'ont appelé comme ça pour... Voilà, sortir aussi du traitement du sport classique par son actualité, des compétitions, mais voilà, essayer de parler du sport autrement, et ils ont donné la place à des chroniques. Et là, c'est extraordinaire aussi, parce que bon, quand je lis le journal, bon, je lis rarement les chroniques sportives, hein. Si je fais des choses comme ça, je lirais peut-être davantage. Parce que bon, en plus, c'est beaucoup. Entre les scores de la première, de la deuxième division, et puis des courses de côte. C'est aussi culotté et bienvenu de la part du responsable du service des sports de ce journal-là, d'avoir laissé de la place et une page chaque dimanche pour évoquer le sport autrement et laisser des espaces d'écriture, de liberté comme ça. Tous les journaux ne le font pas. Et il s'appelle Frédéric Lahari, celui qui a créé ça et qui défend ça. Et on peut l'applaudir. Franchement. Bon, tu nous as parlé de la grâce au départ, qui était le thème de ce printemps des poètes, qui est le thème de ce printemps des poètes. La grâce en poésie. Et bon, c'est une question que je pose à tous les deux. Est-ce que vous pensez qu'un poème doit être gracieux? Toi, tu n'as pas parlé depuis longtemps. Allez, vas-y. Est-ce qu'un poème doit être gracieux? C'est de la grâce, gracieux, c'est... Et qu'est-ce que vous dites? Je dis que passer de la grâce à gracieux, c'est culotté. C'est un passage rapide. Alors, moi, je me suis posé la question sur la grâce, parce que moi, il y a 36 grâces. C'est un mot qu'on emploie avec plusieurs sens. Et bon, il y a la grâce, effectivement, celle qui vient du ciel. Il y a la grâce du condamné à mort. Il y a la grâce de la danseuse ou du joueur de football. Bon, c'est un thème donc, qui est vraiment très très général. Bon, et en plus, bon, là je pense que dans le thème du printemps des poètes, c'est plutôt la grâce de la danseuse, donc le côté gracieux. Et je trouve que le côté gracieux, ça tue beaucoup de choses. Ça tue d'abord certaines vérités, parce que bon, la grâce, ça peut ressembler à une fabrication, fabriquer de la grâce.
Et c'est pour ça que je posais la question, est-ce que le poème doit être gracieux? Et tu n'as toujours pas répondu. Non. Est-ce qu'il doit être gracieux? Non, peut-être notre... Je sais pas. Tu sais pas. Et toi? Bah, il peut l'être s'il veut, mais il peut ne pas l'être. Je disais que c'était une question piège. Alors, qu'est-ce que j'avais aussi? Oui, pour Valentin. Valentin, tu as un titre de recueil qui parle de miettes. Et les miettes, ce qui reste, ce qu'on généralement on jette au rebut. Pourquoi, toi, as-tu donné aux miettes une seconde chance? Bah, déjà, de manière primaire, moi les miettes de pain, je les garde et je les mets dans la salade. Après, ça sublime la salade, ça rend la salade meilleure. Voilà, c'est une petite habitude, mais on ne jette pas les miettes. D'accord, c'est l'habitude qui vient du Nord. Certainement, ouais, c'est familial. Le manger, on ne le jette pas, on ne gâche pas. Rien. Et oui, après, du coup, chaque miette, c'est des petits morceaux, quoi, un petit bazar de texte, voilà, puis réunis. Ouais. Oui, et puis il y a l'idée du format un peu court, petit, jeté, sans vouloir faire une grande chose, quoi. C'est des petits morceaux, des petits bouts de moments, des petits bouts de pensée, des petits bouts de sentiments qui s'ajoutent les uns aux autres, et puis ça fait quelque chose. Est-ce que tu peux nous en lire 2 ou 3 passages? Petites miettes. Petites miettes. Ce genre de miettes. Faut que je trouve un truc qui n'est pas trop redondant avec ce dont j'ai parlé. Ah oui, il y a un petit film, on va lire ça. Un texte qui fait le lien entre le football et l'histoire de la peinture aussi. Quand le football devient plaisir nocturne. Le 26 mars 1952, le peintre Nicolas de Staël et 35 778 autres spectateurs assistent à ce qui restera comme le premier match joué de nuit en France. Paris et son Parc des Princes délaissent le jour, saluent la lune et s'illuminent d'artifice pour cette rencontre amicale entre l'équipe de France et la sélection de Suède. Projecteurs inédits, stupéfiants, éblouissants, générateurs de visions poétiques et artistiques. Quelques jours plus tard, de Staël écrit à l'un de ses amis, l'illustre poète René Char. Le peintre a trouvé une muse et le lui fait savoir. Très cher René, merci de ton mot. Tu es un ange comme les gars qui jouent au Parc des Princes la nuit. Je pense beaucoup à toi. Quand tu reviendras, on ira voir des matchs ensemble. C'est absolument merveilleux. Personne là-bas ne joue pour gagner, si ce n'est à de rares moments de nerfs où l'on se blesse. Entre ciel et terre, sur l'herbe rouge ou bleue, une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi, avec toute la présence que cela requiert en toute invraisemblance. Quelle joie, René, quelle joie! Alors j'ai mis en chantier toute l'équipe de France, de Suède, et cela commence à se mouvoir un tant soit peu. Si je trouvais un local grand comme la rue Gaucher, je mettrais 200 petits tableaux en route pour que la couleur sonne comme les affiches sur la Nationale au départ de Paris. Les séries Footballeurs et Parc des Princes ont donc jailli de cette soirée colorée, et les petits tableaux sont devenus grands dans l'histoire de l'art et du football. Certains sont aujourd'hui visibles au musée Granet d'Aix-en-Provence. Les mots du peintre, eux, se dégustent sur place. Tu es un ange comme les gars qui jouent au parc la nuit. On ira voir des matchs ensemble, entre ciel et terre. Personne là-bas ne joue pour gagner, en plein oubli de soi. A-t-on déjà lu des termes plus vrais, plus sincères, plus vivants pour décrire les sentiments nés d'un match de football? C'est pour les équipes amateurs. Parce que les équipes professionnelles, ça doit être un peu différent. Il y a aussi des entraîneurs de très haut niveau qui défendent l'idée de ne pas jouer tout de suite pour gagner. Bien sûr, l'ambition c'est de gagner, mais il y a des étapes, il y a comment on veut gagner. Et ça laisse la place aussi au processus avant de vouloir à tout prix gagner, quoi. Il y a un cheminement pour arriver à ça, et il y a des entraîneurs dans leur philosophie, dans leur manière d'envisager ça, qui défendent d'abord le comment, le qui on va être sur le terrain et comment on va essayer de gagner. Et puis après, il arrive ce qu'il arrive.
Donc ça, j'aime bien. Tout. Tiens, ça. Vous avez écrit d'autres choses sur les peintures, les dessins? Non. C'était une petite miette. On peut allonger la miette. Hein. Parfois, je prends une miette et le capitaine, c'est ça. C'est une petite miette. J'avais l'impression de ne pas avoir tout dit sur lui. Ouais. Après, il y en a des toutes petites. Une toute petite. Je te pose une autre question. Brassard de capitaine, l'angoisse du joueur timide. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, bon, tu es aussi cycliste. Et tu parcours les routes de France. Bon, alors je sais pas, tu m'as dit que tu partais pas forcément avec l'envie d'écrire des choses, parce que ça te venait qu'après. Mais est-ce que le vélo, c'est pour toi une sorte de stylo sur roue? Oui, alors bon, déjà dans la structure de ma vie sportive, c'est priorité au football, c'est quelque chose qui me sédentarise et qui structure un petit peu aussi la vie, quoi, parce qu'il y a un entraînement, des matchs. Et puis il y a des périodes sans ça où c'est vrai que j'aime bien partir à vélo, ou dès qu'il y a un trajet à faire, d'imaginer le faire en vélo. Donc je roule pas tout le temps, mais j'aime bien parcourir, aller d'un point à un autre en vélo, quoi, d'imaginer pouvoir le faire en vélo le maximum. Après, c'est vrai que j'ai un peu découvert ça il y a 3-4 ans, où je commençais à aimer ça, et puis il y a eu une période un petit peu particulière où je suis parti pendant 4 mois en itinérance avec mon vélo, et c'est vrai qu'au point de départ, je voulais juste partir, j'avais juste besoin de partir, et j'avais pas l'idée d'en faire un livre, et puis après c'est devenu un livre, ça s'appelle L'Intendresse. J'en ai lu un peu des extraits samedi dernier, pour celles et ceux qui étaient là. Mais c'est vrai que j'ai découvert un peu une posture sur le vélo, en fait. Sur le vélo, on n'est pas, on touche plus le sol déjà, on ne vole pas, on n'est pas très haut, mais on touche plus terre, quoi. On a déjà une petite prise de hauteur, et moi je sais que ça a un effet immédiat sur mon regard, en fait. J'ai envie de sourire à tout le monde, j'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout prendre autour de moi, quoi. Il y a un truc d'exhaustivité, de tout attraper, quoi. C'est un truc qui est là que sur le vélo. Je le ressens pas en marchant, par exemple. Mylène, toi, peut-être que tu ressens quelque chose d'équivalent ou de différent en marchant, mais la sensation de pouvoir tout prendre, quoi. Et le rythme de vélo autorise à avoir cette illusion, quoi. Voilà. Et toi, en marchant, tu as cette illusion aussi de pouvoir tout prendre? En tout cas, j'ai l'impression que c'est une forme que c'est à la fois une forme d'ivresse, mais doux. Je ne sais pas très bien faire le vélo. Et j'ai l'impression que c'est aussi un rythme qui me convient. D'accord. De mon temps, c'est une sorte d'addiction. Il y a un peu de dopamine là-dedans? Il y a d'abord un immense plaisir, et on fait une partie addiction, ça me fait. Alors là, je t'ai préparé une question pour toi aussi. Est-ce que ton écriture me paraît simple, elle me semble aussi très travaillée? Comment tu rentres à partir d'une idée dans le texte, et comment tu aboutis à ton texte, le texte écrit, et celui que tu nous as fait partager? Parce que moi, j'ai retrouvé dans ton texte des formules qui ne sont pas des formules naturelles, tu vois, qui sont des formules que tu as introduites dans ton texte. Parce que ça semble un premier jet, mais en fait, c'est pas un premier jet, tu travailles beaucoup. Je travaille énormément avec la coupe, en écrivant beaucoup et en coupant beaucoup. Peu en réécrivant par-dessus, mais en coupant énormément. Plus fort. Pardon. en coupant énormément de ce que j'écris. Ouais. Et toi? À l'intérieur même d'un texte? Parfois dans un texte, et sinon que pour, mettons, tous les textes pour n'en garder qu'un. C'est ça l'importance de la réécriture, toujours. Et toi, tu pratiques aussi beaucoup de réécriture,
tu es plutôt Ouais, ça dépend des projets ou des types d'écriture, mais je pratique beaucoup, c'est la surrelecture, trop de relecture. J'ai toujours besoin de revenir, de redémarrer à la première page et de tout. Donc forcément, ça occasionne une réécriture. Vu que tu reprends tout du début tout le temps, et c'est fatigant, mais ça, forcément tu relis et tu rechanges. Donc lui, quand même. Oui, bon, vous travaillez tous les deux, finalement. C'est un peu ça. Bon, ça me paraît normal. Et puis, bon, maintenant, j'ai posé tout à l'heure cette question-là sur... parce que bon, j'ai l'impression que tu examines la société comme si tu regardais une scène de théâtre et que tu étais dans les coulisses et que tu étais un peu un témoin. Tu vois. Alors un témoin sur les travers de la société, peut-être aussi bon, les plus fragiles de la société. Tu as un regard vraiment sur des fragilités. Est-ce que c'est quelque chose que tu décides ou quelque chose qui vient naturellement malgré toi? Est-ce que tu as vraiment une attention à la fragilité des gens? Je ne sais pas, je dirais en tout cas j'ai l'impression d'écrire beaucoup avec le regard, avec le fait de regarder, que si je ne regarde pas, il n'y a pas grand-chose qui me vient dans ma tête, mais qu'en regardant les choses, ça me, effectivement, et par rapport aux fragilités, j'ai l'impression que peut-être c'est ce qui m'émeut. C'est ce qui t'émeut le plus. Même si, en les appuyant parfois et en les forçant peut-être, alors qu'en réalité, elles sont chez chacun et partout. Est-ce qu'il y a des fragilités toi, dans tes textes? C'est pas sûr, hein, j'ai pas trouvé trop de fragilité. Si. Oh, oui, allez, posez-lui les questions. Non, allez, mettez-le sur le gris. Oui, ce mot-là il me plaît parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus vrai et de plus intéressant chez quelqu'un que ça, dans la mesure où de toute façon ça n'existe pas, l'absence de fragilité chez quelqu'un, donc il ne s'agit pas de le déplorer, c'est là chez nous tous, chez tout le monde, mais dès lors, on le voit dans nos amitiés, dans nos liens humains, dès lors qu'il y a un partage de nos fragilités, ça devient fort tout de suite, ça devient quelque chose qui compte, quoi. Donc voilà, je ne sais pas comment est-ce que je retranscris, est-ce que je me base sur ça, je ne sais pas trop, mais oui, là, je pense au projet que j'ai fait en maison de retraite, voilà, c'était qu'une observation des fragilités, et c'était très touchant, quoi. Et la fragilité crée une nécessaire entraide, en fait, un soutien, et observer les entraides et les solidarités consécutives aux fragilités, c'est une suite qui est belle à voir, quoi. Donc tu as une influence quand même de ton sport. Quand tu joues au football, c'est un travail d'équipe. Ouais. Donc c'est un partage de fragilité aussi. Oui. Et aussi de réussite. Enfin bon, oui, et l'espace du terrain, il révèle ça, en fait. Il révèle de fait nos fragilités, et j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop tricher, on peut pas tricher sur le terrain. Il révèle nos forces à certains moments, à certains dimanches, et il révèle tout de suite aussi nos lâchetés, nos fragilités, et on se voit entre coéquipiers. Jouer au football avec quelqu'un, c'est observer ça, dès lors qu'on a envie de l'observer, hein, donc on est attentif, et tout de suite on est lié, quoi. On est lié par quelque chose de fort parce qu'on a vu tout ça. Donc sur un terrain, on n'est pas fixé sur la gagne, quoi, finalement. Ah non, pas que ça. Non. Après, ça dépend des gens. Hein. Ouais. Moi, je l'ai été pendant des années, mais après, chacun, notre rapport au sport, au terrain, au football, à ce qui compte, peut évoluer. On peut se métamorphoser, et du coup, dès lors qu'on évacue ça et qu'on se déprive de ça, de l'obligation de gagner,
En fait, il y a des merveilles qui apparaissent. Quoi. Et oui, plein d'univers sportifs, plein de gens qui jouent pas leur tasse pour gagner. C'est vivre le moment. Alors, toi, dans ton expérience de comédienne, en fait, c'est un travail d'équipe. On est sur la matière de théâtre. Et tu as quitté l'équipe, finalement, pour travailler toute seule. Est-ce que ça t'a fait mal? Non, parce que j'y retourne très souvent et de l'autre côté pour regarder et que j'adore, qu'un texte lu, tous les textes, pas que les textes de théâtre, je trouve que qu'il y a quelque chose dans la voix qui... tu retrouves l'équipe, quoi. Une forme d'équipe, quoi. Bon, moi, j'ai fini de poser des questions, maintenant c'est à votre tour. Est-ce qu'il y a des sports qui ne vous ont jamais inspiré? Oui, certainement. Après, je n'estime pas être... La boxe, par exemple. Ouais, la boxe, non, c'est vrai que Pourtant, la boxe, c'est un des sports les plus fertiles en projets de création littéraire, film, etc. Depuis toujours. Mais non, c'est vrai que c'est pas un univers familier. Je suis déjà allé voir un combat, comme ça. J'adore découvrir des nouveaux univers sportifs, que ce soit neuf pour moi. Et j'ai souvent aussi fait à une époque des reportages comme ça, écrits avec cet angle-là, d'arriver dans un endroit complètement inconnu, en néophyte, en ignorant de ce sport, peu importe de connaître les règles ou pas, mais et de découvrir tout un environnement, des rituels, des codes, des obsessions presque de joueurs. Il y a Donc, c'est toujours intéressant d'aller pénétrer un nouvel univers sportif, mais je suis loin d'avoir tout exploré. Je me concentre peut-être un peu trop sur mes sports cœur. À un moment donné, tu as parlé d'exhaustivité et je sais pas pourquoi, j'ai un peu pensé à Pérec. En fait, il y a quelque chose chez toi le goût de la liste, que j'avais déjà remarqué par ailleurs, mais cette tentative d'épuisement, par exemple, quand tu parles des terrains, on a un peu l'impression que tu as envie de connaître tous les petits terrains. C'est exactement ça. Et puis, à côté nostalgique, en fait, je trouve qui est assez fort, en fait, qui m'a aussi rappelé Pérec, je sais pas si... J'ai bien senti la nostalgie, moi aussi. Ouais. Ça m'a fait tout d'un coup, j'ai pensé à la forme d'une ville, change plus vite que le cœur immortel. Oui, il y a une nostalgie pour... Moi j'ai compris, à travers un projet que j'ai écrit, qui n'est pas encore publié, mais cette recherche, cette envie d'aller voir tous les décors, tous les stades, de croire que je vais pouvoir le faire, c'est juste une recherche un peu du décor originel, de la première sidération, de là où tout est né, quoi, où tout est venu. Donc je suis allé explorer ça, le décor originel, dans un projet futur. J'ai une question pour Mylène. Quel est le lien avec les vidéos et l'écrit? Parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, je pense, mais ça m'intéresse. Je dirais que le lien est que je filme presque pour marcher et d'abord pour marcher, et qu'en marchant je filme des choses et après j'écris. En me servant de l'image pour écrire, mais que généralement l'écrit de la vidéo, il reste dans la vidéo et il appartient à un petit poème vidéo. Et il ne pourrait pas exister sans la marche et sans l'image. Et que c'est un immense plaisir de vivre, de marcher en ville. On retrouve tout ça sur Facebook. Ouais. Donc, vous allez sur son site, vous allez retrouver tous les poèmes vidéo. Et tu es une marcheuse urbaine. Oui, que urbaine. Ouais. Je ne connais pas très bien. Oui, pas de Magnolia, par exemple. Non.
C'est vrai. D'après toi, donc est-ce que l'image serait suffisante, l'écrit serait suffisant et que sans avoir obligation de marier les deux, est-ce que tu peux faire l'un et l'autre séparément? Et écrire un peu plus que... Tu écris plus que tu filmes. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que tu photographies beaucoup et je suppose que tu gardes pas toutes les photos. Je me dis que c'est presque un peu de la prise de notes, ça a la téléphone et c'est en marchant, et c'est comme quelqu'un, je ne sais pas dessiner, mais comme quelqu'un qui fait un petit croquis. Là j'ai l'impression de Parce qu'elle pense bête, quoi. Parce que tu ne cherches pas à faire des photos d'art. Non, c'est... Voilà, même les vidéos ne sont pas des vidéos forcément destinées à l'art. Non, c'est pareil, des sortes... Ce sont des témoignages, quoi, comme tu saisis sur le vif, des choses qui t'intéressent. C'est comme ça, en fait, que ça me plaît de le faire. Et c'est après, quand tu écris... C'est-à-dire qu'il y a plus de montage là, après? Il y a un montage, mais qui est... C'est déjà une écriture. Mais qui est dans le sens de la marche, enfin, où je colle les images faites au fur et à mesure de la journée pour faire un objet, mais je le considère comme au jour le jour. On l'a vu sur Angers. Oui. C'est ça. Oui, exactement. Mais il y avait entre une poésie de la vidéo, et on a eu l'impression ensuite moi j'ai eu l'impression ensuite que l'Angers, je découvrais un peu l'Angers que tu présentais dans ton texte, que vous présentiez dans votre texte, avec une poésie qui était la poésie d'Angers, mais qui était une poésie particulière à vous, c'est-à-dire où les formes d'expression étaient les vôtres, on retrouvait, enfin ce que je commence à deviner de cette forme d'expression, je l'ai trouvé complètement investie dans ce texte qui accompagnait la vidéo d'Angers et qui me faisait découvrir une forme de poésie d'Angers que je ne connaissais pas. Alors que c'était en plein centre-ville, que c'était pas les bords de Loire, c'était en plein centre-ville. Et j'ai trouvé ça très, très, très chouette. Cette juxtaposition qui nous faisait découvrir une poésie à laquelle, alors qu'on est facilement sensible à la poésie de la ville d'Angers, mais qui était autre chose que ce que je connaissais de... J'ai l'impression qu'effectivement le fait d'écrire, ça... Ouais. Ça va au-delà de... peut-être de l'image ou de... C'est très bien. Mais ce n'était pas redondant. Non, c'est pas du tout redondant. Par rapport à l'image, Voilà. parfois ça m'arrive de filmer un chapeau et d'écrire chapeau, parce que... c'est la provocation. mais parfois j'essaie de décaler.